devant les banques, mais comme le temps qui m'était imparti était limité, il y a aussi des coupures d'électricité à l'est, à l'ouest, des coupures d'électricité interminables pendant 12, 14, parfois même 28 à 30 heures de suite. Donc les gens souffrent beaucoup. L'été dernier, dans la capitale, dans un pays qui produit, jusqu'à l'heure actuelle, qui produit 900 000 barils par jour, loin du quota imparti par l'OPEP, qui était de 1 600 000 avant le conflit en 2011. Donc les Libyens vivent mal. Il y a une pénurie parfois de quelques denrées. Je pense que la situation quotidienne des Libyens laisse beaucoup à désirer. J'ai aussi fait allusion à quelques violations des droits de l'homme. Il y a des rapts parfois, il y a des hommes d'affaires, des banquiers qui étaient kidnappés par des milices, contre desquels on demandait des rançons. Et donc parfois, la situation qui a été décrite par CNN concernant l'esclavage des migrants était identique à celle que connaissent certains Libyens, puisque certains fortunés Libyens étaient passés d'une petite milice à une grande milice. Donc c'était des esclaves qui ont passé d'une milice à l'autre. Et comme je disais aussi dans mon intervention, il n'y avait même pas les enfants qui étaient épargnés. Il y a eu en 2015, à Sorman, pas loin de Tripoli, un drame. Des enfants entre l'âge de 2 et 6 ans ont été kidnappés. Ce n'est que l'année dernière, pendant l'été, que nous avions appris qu'ils avaient été tués de famine. Ils étaient affamés dans un trou et qui avaient péri dans leur lieu de détention. Donc une situation quand même effroyable. J'ai mentionné le drame du 8 juin 2013, mais je n'ai pas mentionné aussi la tuerie de Tripoli du 15 novembre 2013, au cours de laquelle plus de 40 personnes avaient été tuées. C'était le même slogan, les mêmes exigences qui étaient mises en avant par les populations. On voudrait avoir l'armée et la police au lieu de ces milices qui se livraient à des exactions, comme je disais, dans la ville de Tripoli, la capitale, ou Benghazi. Alors, la vie quotidienne laisse beaucoup à désirer. Sans oublier le Sud, qui souffre beaucoup d'un abandon du Nord. Et récemment, il y a eu un champ pétrolifère très connu qui a été raisonné par des civils qui ont dit on veut bloquer la production pétrolière de ce champ-là, ce qui a conduit finalement M. Serraj à débloquer des fonds pour le Sud pour la première fois. Il a été amené à débloquer, je crois, plus de 200 millions de dinars libyens, tout à coup, sous la pression de cette colère populaire des gens du Sud. Donc, là, comme je disais, la situation n'est pas, excusez-moi l'expression triviale, n'est pas folichonne, loin de là, pour ce qui concerne les Libyens. Alors, des minorités, si vous voulez aussi que je dise un mot, oui, il y a les Amazighs, les Toubous, les Touaregs, qui contestent le texte actuel qui a été soumis au référendum de la Constitution parce qu'ils pensent que leurs droits culturels, leurs revendications identitaires n'ont pas été prises en compte. Pour ce qui concerne les élections, j'ai déjà dit que les élections n'étaient pas la panacée. Hassan Salamé se propose avec le concours de toutes les forces politiques libyennes. Tout le monde dit oui, la conférence nationale est importante. Et au cours de la conférence nationale, j'ai dit et on va s'attaquer à des problèmes de fond, la réconciliation nationale, la sécurité aussi, la fin des milices pour qu'il y ait des élections libres, la fin des milices ou des arrangements sécuritaires de façon à ce que ces milices ne se livrent pas à des diktats entravant le bon déroulement des élections. Donc, je ne dis pas que tout est réglé, loin de là, mais
le Centre du dialogue humanitaire, c'est une ONG suisse basée à Genève. C'est ce centre-là qui a préparé la conférence nationale au travers de mini-conférences dans des villes et dans différentes contrées libyennes. Et c'est la synthèse de ces revendications-là qui ont été exprimées par les Libyens qui a conduit Ghassan Salamé à dire que 74 des Libyens veulent des élections, mais des élections qui mettent fin au conflit politique actuel, parce que la situation actuelle n'est pas reconnue par tous. Mais l'une des questions clés qui est à traiter durant la conférence nationale, c'est la nécessité que tous acceptent cette fois-ci le résultat des urnes. C'est l'une des résultantes que nous attendons tous de cette conférence. Parce que si vous, comme vous le dites, on provoque des élections qui seront contestées par la suite, par la voie des armes, comme ce fut le cas en 2014, je l'ai expliqué par l'aube de la Libye, eh bien, on revient à la case départ. Donc il y a un souci de réunir tout le monde, un souci de procéder aussi à une réconciliation nationale, parce que, comme je l'ai dit peut-être un peu vite, il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont été commis durant le conflit de 2011, mais même avant le conflit de 2011. Dieu sait que le régime Kadhafi a été passible de ce genre de crimes, d'un côté, mais il est à noter clairement que des crimes similaires après 2012, comme ceux que j'ai mentionnés, les massacres ça et là à Tripoli, à Benghazi, les assassinats, les détentions prolongées sans procès d'anciens dignitaires du régime Kadhafi, etc., ont été commises depuis 2011. Donc, il va falloir s'attaquer à ces problèmes-là de manière à ce que, finalement, peut-être il y a une solution de réconciliation nationale entre les différentes parties, entre les kadhafistes et les nouveaux, mais entre les nouveaux aussi, avec les anciens kadhafistes et avec certains des nouveaux qui ont pris le pouvoir après 2011. La Libye est divisée de nos jours. Le 17 février n'est pas uniforme. Il y a deux familles principales qui se sont disputées le pouvoir à Tripoli et qui avaient commis malheureusement des méfaits de guerre et des exactions, des violations des droits de l'homme, comme je l'ai dit. Il va falloir en découdre avec tout cela, avec un contrat social, avec un contrat politique qui pourrait ouvrir la voie aux élections. Mais sans la réconciliation nationale, sans la nécessité d'avoir un engagement clair de tout le monde que les élections seraient respectées par tout le monde, quel que soit le résultat de ces élections, sans cela, d'un côté, et sans des engagements quant à la sécurité des élections un peu partout en Libye, on pourra, en effet, comme vous le dites si bien, parvenir à tenir des élections libres et démocratiques en Libye. Merci, beaucoup plus clair. Italie, France. Ah, excusez-moi, oui, la tribune de Genève. Oui, alors, j'ai parlé de la crise politique. Alors, il y a à l'évidence une dimension endogène, libyenne, proprement libyenne à cette crise politique, entre grosso modo deux familles politiques, mais il y a aussi des influences régionales et des influences internationales qui empiètent sur le paysage politique et militaire libyen. Alors, depuis 2017, depuis que le président Macron avait convoqué à la Celle Saint-Cloud une réunion entre M. Serraj et M. Haftar, et depuis que M. Macron a repris aussi une autre initiative le 29 mai dernier en convoquant une réunion internationale à l'Élysée, eh bien, on assiste à pas une rivalité, à des escarmouches verbales, politiques entre l'Italie et la France. L'Italie
je rappelle que ce n'est pas le nouveau gouvernement populiste seulement, mais l'ancien Premier ministre, l'ancien Premier ministre italien, avait amené M. Serraj à venir à Rome le surlendemain de la réunion de la CELT Saint-Cloud le 25 juillet 2017. Donc Gentiloni, le Premier ministre centriste, n'avait pas apprécié, n'avait pas vu, n'était pas à son goût l'initiative de M. Macron d'alors. Mais le gouvernement populiste de l'heure actuelle avait été très, très énervé, le moins qu'on puisse dire, par la réunion du 29 dernier. Il y a eu des attaques verbales par certains ministres italiens contre M. Macron et contre la France, ce qui a conduit l'Italie par la suite à convoquer sa conférence à elle à Palerme le 13 novembre dernier. Tout cela porte ombrage au processus politique libyen. Tout cela est très nocif, très négatif sur le processus politique libyen. Cette rivalité franco-italienne est très nuisible et elle nuit au processus politique libyen. Je tiens à souligner qu'avant cela, et même à l'heure actuelle, il y a une dimension régionale, puisqu'il y a une dichotomie régionale qui voit d'un côté les Émirats arabes unis et l'Égypte ensemble soutenir l'armée nationale libyenne et le Parlement de Tobrouk d'un côté, puis vous avez le Qatar et la Turquie qui, eux, soutiennent les islamistes et leurs alliés dans les villes de Tripoli et de Misrata, notamment à l'ouest libyen. Donc il y a cette dichotomie-là qui porte négativement aussi sur le processus politique et la solution libyenne. Donc j'ai lu ce matin dans un article de Financial Times, Claudia Gazzini, de International Crisis Group, dire que les Libyens retardent le processus. En effet, les retards accumulés sont imputés aux Libyens. Les Libyens traînent les pieds pour parvenir à une solution. J'en ai pour preuve des discussions laborieuses et longues qui ont eu lieu entre septembre et octobre 2017 à Tunis, sous la houlette du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Ghassan Salamé, entre la haute chambre du Conseil d'État, le Haut Conseil d'État à Tripoli, d'un côté, et le Parlement de Tobrouk de l'autre, pour parvenir à reformer le Conseil présidentiel et avoir un seul gouvernement d'union nationale. Ces négociations avaient été vouées à l'échec, et elles s'étaient soldées par un échec cuisant, et depuis on n'en a plus entendu parler de ce nouveau Conseil présidentiel et de ce gouvernement d'union nationale, mais c'est récemment, à partir du mois d'octobre, que lorsqu'on a compris de deux côtés de ces deux chambres que le représentant spécial et la communauté internationale s'est dirigé vers la conférence nationale dont j'ai parlé, eh bien qu'ils se sont réveillés, et les deux avaient tenu des réunions, et ils veulent en découdre avec la situation actuelle en reformant, ayant un conseil présidentiel réduit de 9 à 3 membres d'un côté, et un gouvernement doté d'un Premier ministre qui sera distinct du président du conseil présidentiel deux fonctions que cumule actuellement M. Serraj. Donc il est vrai que les Libyens traînent les pieds, et c'est une partie importante de la crise libyenne, mais il n'en est pas moins vrai que ces Libyens-là, ces familles politiques et militaires libyennes-là, sont influencés également par des rivalités régionales et par des rivalités internationales, européennes, que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc la crise politique libyenne et sécuritaire libyenne n'est pas seulement endogène, elle est aussi exogène, et je tiens à déplorer cette rivalité malsaine entre la France et l'Italie pour ce qui concerne la Libye. Je rappelle qu'à partir de 2014, il y avait un processus de consultation, de coordination entre 6 nations, ce qu'on appelle les 3+3. D'un côté, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France,
l'Italie aussi, donc 4 nations occidentales, avec l'Égypte et les Émirats arabes unis. Donc c'était des réunions au niveau technique, au niveau diplomatique, au niveau d'ambassadeurs accrédités en Libye et des directeurs politiques des affaires étrangères, des réunions qui s'étaient tenues à Washington, à Paris, à Londres, à Abu Dhabi, au Caire, à Rome. Et puis, les Britanniques, l'année dernière, avaient pour la première fois convoqué une réunion au niveau ministériel, au niveau des ministres des Affaires étrangères. Eh bien, si on met de côté les Émirats arabes unis et la France, et l'Égypte, si on les met de côté et on s'attaque à des quatre nations occidentales qui voulaient se concerter avec 2 pays arabes, eh bien, il est à noter qu'il y a des problèmes entre 2 pays parmi les 4, entre la France et l'Italie. Par conséquent, on verrait bien, nous, du côté libyen, les États-Unis et le Royaume-Uni, intervenir pour coordonner, pour mettre fin à cette rivalité-là. Beaucoup mettent l'accent sur la gravité de la crise syrienne. Et on dit pour la Syrie qu'il y a la Russie et il y a l'Iran. Or, en Libye, ces 2 partenaires importants, que sont l'Iran et la Russie, ne sont pas parties prenantes au conflit, ne sont pas présentes sur le terrain. L'intervention de l'OTAN, c'était une intervention occidentale en 2011, et à l'heure actuelle, la solution est entre les mains de puissances occidentales. Il est à souhaiter que ces puissances occidentales mettent fin à leurs différences, à leurs divergences, et qu'ils accordent leur violon. Et donc, pour l'instant, ces rivalités, comme je disais, sont néfastes, sont très nuisibles et portent ombrage à la solution de la crise politique et sécuritaire libyenne. Oui. Question. Une question pour vous? Monsieur Zolen, vous n'avez pas une question qui s'adressait à la Fondation Bienvenue? Bien sûr, oui, mais je l'avais plutôt orienté auprès de M. Daïri en disant est-ce que comment promouvoir un dialogue national et là, je crois que vous m'avez apporté quelques réponses. Je vois bien le côté inextricable de la situation, des milices présentes, des soutiens. Là, vous avez insisté sur la dimension de soutien internationaux, pas uniquement européens, d'après ce que j'ai entendu, mais aussi de pays du Moyen-Orient, etc. Et décidément, là au milieu, les populations sont prises en otage et subissent des exactions épouvantables. J'ai une suggestion. Est-ce qu'il ne faudrait pas réunir plutôt les ministres du pétrole que les premiers ministres et les présidents? La question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux réunir les ministres du pétrole que les premiers ministres et les présidents? Oui, moi j'aurais une question pour Monsieur le ministre et surtout sur le rôle des puissances étrangères. Vous avez fait référence à l'Italie et à la France. Est-ce que vous pouvez nous déchiffrer un petit peu quels sont vraiment les enjeux des puissances occidentales? L'Italie, par exemple, l'ancienne puissance coloniale qui avait bien entendu des intérêts dans le pétrole et dans d'autres secteurs, toujours, peut-être toujours encore maintenant. Berlusconi, c'était un grand copain de Gheddafi, il l'invitait à Rome avec les tentes sur le Capitole et tout ça. Entre-temps, il y a Salvini qui criminalise les ONG qui sauvent des vies en disant que ce sont des trafiquants d'êtres humains. Comment dit? Et dans ce jeu-là, il y a la Libye d'une façon et de l'autre. Comment est-ce que vous déchiffrez un peu tout ça? Parce que nous, on est ici, on lit, on essaye de comprendre comme ça, et souvent, on s'en sort pas très bien, quoi. Je signale qu'il a l'accent italien, mais il est tessinois, M. Daniel Epaz. Nuance.
Bonsoir. Moi, ma première question, j'en ai juste deux. Comment concrètement, finalement, s'informe la population libyenne en Libye? Ça, j'aimerais bien avoir une réponse, je crois qu'on ne l'a pas eu. Et vous, monsieur le ministre, comment vous analysez le rôle des médias tout au long de l'historique que vous nous avez décrit en première partie? Je crois que vous devez commencer à noter. Hein. Oui, j'ai noté, oui. Juste une petite j'avais juste une question. Si la paix venait à tarder, est-ce qu'il y aurait un risque de coup d'État militaire en Libye? Moi, je me permets aussi de rajouter une question par rapport au travail de la Fondation Hirondelle. En fait, je me demande si dans les autres projets que vous avez, est-ce qu'il y a quelque part des parallèles à tirer avec la Libye? Est-ce qu'il y a peut-être des apprentissages d'ailleurs? Parce que là, tu as dit à Nicolas comme quoi c'est pas prêt, les conditions ne sont pas réunies. Est-ce que vous avez déjà vécu ça quelque part? Est-ce qu'on pourrait avoir un apprentissage d'une autre situation similaire? Et comment ça a pu finalement avancer? Très bien. Alors, je ne pense pas que la solution soit dans les mains des ministres de pétrole. La solution est aux mains des Libyens, mais aussi des puissances occidentales qui sont là, et je pense que j'ai mentionné. Mais il est vrai qu'il y a... donc, je vais revenir sur les enjeux et quels sont le rôle des puissances étrangères et quels sont les enjeux en Libye là-dessus. Donc, pour ce qui concerne les puissances étrangères et régionales, donc internationales et régionales, la Libye présente plusieurs intérêts. D'abord, il y a en effet le pétrole. Vous savez que dans certains pays occidentaux, il y a des compagnies pétrolières qui sont présentes en Libye, qui sont puissantes. Et donc, on parle ouvertement dans les milieux libyens et informés, on parle d'une rivalité entre Eni et Total. Mais je pense que le pétrole représente un intérêt pour les puissances occidentales. J'ai une autre preuve pour cela, puisque le maréchal Haftar, à l'instigation du Premier ministre de l'Est et du président du Parlement, avait décidé que les champs pétrolifères du croissant pétrolier, après avoir libéré ces champs en juin dernier des avatars d'un criminel qui s'appelle Ibrahim Jadran et ses troupes, eh bien, il a décidé que le croissant pétrolier soit dévolu non seulement non pas à la NOC, à la Compagnie nationale des pétroles à Tripoli, mais à celle qui est présente à Benghazi. Il y a une pression populaire très forte des gens de l'Est, puisque l'ancien représentant allemand du secrétaire général disait ouvertement au Conseil de sécurité lors de ses briefings que 70% du pétrole libyen est extrait de l'Est libyen et non pas du sud-ouest ou de l'ouest libyen. Et donc, Martin Kobler avait raison. Donc les populations de l'Est, sont depuis 2014 en colère. Le pétrole est produit à hauteur de 70% de l'Est, mais les revenus pétroliers vont à la Banque centrale à Tripoli. Et la gestion de la production pétrolière est faite par la NOC à Tripoli. Et donc, les gens de l'Est s'estiment floués que les revenus pétroliers vont seulement à la partie occidentale de la Libye. Que ce soit un gouvernement qui n'était pas reconnu internationalement entre 2014 et 2016, le gouvernement dit de salut public, nous étions reconnus internationalement, mais les revenus pétroliers allaient à la Banque centrale à Tripoli. Nous n'avions pas le moindre dollar ou le moindre dinar libyen de la Banque centrale à Tripoli. Donc c'est une situation criarde qui fâche beaucoup, qui pousse au ressentiment de mes compatriotes de l'Est libyen.
Donc il y a le pétrole. Et donc, pour revenir à cet incident de juillet de l'année dernière, le maréchal Haftar a dû repousser chemin et annuler sa décision de demander à la NOC à Benghazi de gérer les avoirs libyens à l'est, mais de gérer la production pétrolière, du croissant pétrolier par la NOC à Benghazi, et il était obligé de faire machine arrière. Donc, il y avait la France, mais il y avait les États-Unis surtout, qui étaient autrement en désaccord flagrant avec le maréchal Haftar, avec sa décision. Donc le pétrole est un enjeu important. Il y a un autre enjeu, c'est la migration que vous avez mentionnée, puisque en fait, la politique européenne, surtout italienne, est motivée par l'arrêt de ces flux migratoires qui déferlaient en Italie à partir du territoire libyen par voie maritime. Donc, l'intérêt que porte l'Italie à la Libye n'est pas seulement pétrolier, il est aussi motivé par la nécessité vue d'Italie d'arrêter ces flux migratoires. Et je tiens à souligner que cette politique n'est pas poursuivie par le gouvernement populiste d'aujourd'hui, mais elle a été aussi la politique suivie depuis 2014 par les gouvernements successifs, par les gouvernements, disons, centristes de Rome. Il y a aussi quelque chose que j'ai mentionné, la Libye représente un enjeu pour ce qui concerne le terrorisme. Et vous savez que les États-Unis d'Amérique, à l'heure actuelle, se désintéressent beaucoup du dossier politique, mais ils mettent l'accent surtout sur la lutte antiterroriste. Du coup, l'AFRICOM continue à frapper, à opérer des frappes chirurgicales, à frappes aériennes contre des bastions d'Al-Qaïda et de l'État islamique, de Daesh en Libye. C'est le seul aspect que retient pour l'instant l'administration américaine. Elle tient aussi à soutenir M. Serraj, à soutenir le processus politique, comme le fait également la Russie et d'autres puissances, mais sans, si vous voulez, mettre l'accent sur le volet politique. C'est le volet terrorisme qui importe pour les États-Unis d'Amérique. Je pense qu'ils ne sont pas les seuls, puisque la France, quand elle a décidé aussi d'intervenir dans le dossier libyen, elle était aussi motivée après le vendredi noir du 13 novembre 2015, après les attaques du Bataclan à Paris. Je pense que la France s'était rendue compte qu'il fallait qu'elle poursuive une politique active en matière de lutte contre le terrorisme en Libye. Alors, je pense qu'il y a ces questions-là, il y a le pétrole, la migration, le terrorisme, qui motivent les puissances internationales et régionales à s'intéresser à la Libye. Pour ce qui concerne les puissances régionales, il y a un autre enjeu, c'est l'avenir de l'islam politique. Vous savez qu'en Égypte, après le 30 juin 2013 et l'avènement de président Sisi en Égypte, après cela, vous avez vu que l'islam politique avait perdu tout à fait le terrain égyptien, d'un côté. Et de l'autre, vous avez en Tunisie une coexistence entre des milieux nationalistes, démocrates, les milieux aux destinées duquel préside l'actuel président, M. Assebsi, d'un côté, mais il y a un Nahda qui tient le haut du pavé à l'heure actuelle en Tunisie, puisqu'ils ont 78 parlementaires au Parlement tunisien. Donc c'est eux maintenant qui constituent la première force parlementaire et par conséquent politique en Tunisie. Donc la Libye se trouve au milieu. Les élections de juillet 2012 et de 2014, de juin 2014, n'ont pas donné lieu à des victoires de l'islam politique. Elles ont donné plutôt lieu à un échec cuisant, à des défaites cuisantes pour les islamistes, qui préféraient alors recourir aux armes pour atteindre leurs objectifs politiques à travers, comme je l'ai dit, l'opération Aube de la Libye et à travers leur opposition jusqu'à l'heure actuelle à ce qui se passe
au point de vue agenda politique à l'est de la Libye. Donc il y a aussi cet enjeu-là, régional, l'avenir de l'islam politique en Libye et dans la sous-région, qui est dans ces trois pays frontaliers que sont la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Alors, je réponds à la question, comment s'informent les Libyens? Il est vrai ce qu'a dit Nicolas, l'espace de communication et l'espace d'information se réduit de plus en plus depuis 2012. On a assisté à un foisonnement de chaînes de télévision, de chaînes de radio, de journaux libres qui ont vu le jour entre 2012 et 2014 parce qu'il y avait une aspiration à une expression libre et démocratique dans beaucoup de contrées libyennes, à Benghazi, à Tripoli notamment, à Misrata. Et il est vrai qu'après cette crise politique et sécuritaire qui s'est cristallisée en Libye depuis 2014, cet espace se réduit de plus en plus. Donc il y a des chaînes de télévision à Tripoli, à Misrata, à Benghazi, qui informent les Libyens, mais les Libyens s'informent surtout auprès de chaînes qui ont élu domicile à l'étranger, des chaînes qui sont au Caire, qui sont en Jordanie, qui sont les plus regardées. Et ils s'informent aussi au moyen de journaux électroniques qui se trouvent aussi à l'étranger et qui ne sont pas soumis à la pression politique et militaire des milices ou d'autres puissances libyennes à l'intérieur de la Libye. Donc il y a quand même un espace de liberté dans le monde arabe qui a donné lieu à une information assez crédible et assez ouverte pour les Libyens de tous bords. Alors, quel est le rôle il y a la question qui est corollaire à celle-ci, quel est le rôle des médias? Je pense que Nicolas l'a si bien exposé. Je tiens simplement à rappeler ce qu'il a dit, à savoir que les médias peuvent jouer un rôle moteur, un rôle positif après des situations de conflit, ce qui n'est pas le cas malheureusement de nos jours. Il y avait en dernier lieu une question sur un coup d'État militaire. Je tiens à me référer à une interview télévisée, à la presse écrite qu'avait donné le général d'alors, le général Haftar, qui est devenu maréchal depuis, le 8 avril 2016. Il a parlé des trois non: non à un coup d'État militaire, non à la division, à la partition de la Libye, non à un conseil militaire, parce qu'il était pressé à l'époque par certains milieux à l'Est de constituer un conseil militaire pour reprendre le pouvoir. Donc il y avait les trois noms qu'il avait énoncés. Je pense qu'il y a un consensus sur la nécessité de tenir des élections, comme je l'ai dit tout à l'heure, parlementaires et présidentielles. La question clé, c'est la question qu'avait posée monsieur le député. Est-ce qu'on aura des élections libres et crédibles autour desquelles il y a un consensus au sein du paysage politique et social libyen? Est-ce qu'il y a un contrat social, un contrat politique qui pourra être conclu au travers de cette conférence nationale que va convoquer le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies? Mais un coup d'État n'est pas à prévoir, à mon avis, en Libye. Juste pour répondre sur la question, les leçons à tirer par rapport à d'autres situations, par rapport à la contribution des médias. En résumé, je dirais que selon l'expérience que l'on peut tirer, pour rester positif, le dialogue, les médias, des médias locaux, indépendants, professionnels, peuvent créer du dialogue, même dans les conditions les plus compliquées, les contextes de conflits les plus clivés, et même sur les sujets les plus sensibles, le dialogue peut rester possible et les médias peuvent contribuer à créer ce dialogue. Par ailleurs, des médias et un journalisme professionnel, local, indépendant, peut aussi contribuer à faire reculer la propagande ou les propagandes ou les messages de propagande ou de haine
qui peuvent être diffusés dans ces contextes-là, s'ils se concentrent sur l'information et de permettre de donner à la population accès à l'information dont elle a besoin. Et puis dernier point, par contre, aussi dans les leçons à tirer, c'est qu'un travail médiatique dans un contexte d'un pays qui est divisé, qui est en situation de guerre ou de guerre civile ou clivé, un travail médiatique ne peut avoir un impact que s'il s'appuie et s'il accompagne un processus politique national existant, voire parfois soutenu par la communauté internationale ou avec les Nations Unies, où on peut accompagner ce processus, mais seul, ce travail médiatique ne peut pas se faire tout seul. Voilà. Riche soirée, messieurs, dames. On va prolonger ça dans le canton de Vaud avec un petit verre à la main, si vous permettez. Merci infiniment. D'un côté, mais il est à noter clairement que des crimes similaires après 2012, comme ceux que j'ai mentionnés, les massacres ça et là à Tripoli, à Benghazi, les assassinats, les détentions prolongées sans procès d'anciens dignitaires du régime Kadhafi, etc., ont été commises depuis 2011. Donc, il va falloir s'attaquer à ces problèmes-là de manière à ce que, finalement, peut-être il y a une solution de réconciliation nationale entre les différentes parties, entre les kadhafistes et les nouveaux, mais entre les nouveaux aussi, avec les anciens kadhafistes et avec certains des nouveaux qui ont pris le pouvoir après 2011. La Libye est divisée de nos jours. Le 17 février n'est pas uniforme. Il y a deux familles principales qui se sont disputées le pouvoir à Tripoli et qui avaient commis malheureusement des méfaits de guerre et des exactions, des violations des droits de l'homme, comme je l'ai dit. Il va falloir en découdre avec tout cela, avec un contrat social, avec un contrat politique qui pourrait ouvrir la voie aux élections. Mais sans la réconciliation nationale, sans la nécessité d'avoir un engagement clair de tout le monde que les élections seraient respectées par tout le monde, quel que soit le résultat de ces élections, sans cela, d'un côté, et sans des engagements quant à la sécurité des élections un peu partout en Libye, on pourra, en effet, comme vous le dites si bien, parvenir à tenir des élections libres et démocratiques en Libye. Merci, beaucoup plus clair. Italie, France. Ah, excusez-moi, oui, la tribune de Genève. Oui, alors, j'ai parlé de la crise politique. Alors, il y a à l'évidence une dimension endogène, libyenne, proprement libyenne à cette crise politique, entre grosso modo deux familles politiques, mais il y a aussi des influences régionales et des influences internationales qui empiètent sur le paysage politique et militaire libyen. Alors, depuis 2017, depuis que le président Macron avait convoqué à la Celle Saint-Cloud une réunion entre M. Serraj et M. Haftar, et depuis que M. Macron a repris aussi une autre initiative le 29 mai dernier en convoquant une réunion internationale à l'Élysée, eh bien, on assiste à pas une rivalité, à des escarmouches verbales, politiques entre l'Italie et la France. L'Italie, je rappelle que ce n'est pas le nouveau gouvernement populiste seulement, mais l'ancien Premier ministre, l'ancien Premier ministre italien, avait amené M. Serraj à venir à Rome le surlendemain de la réunion de la Celle Saint-Cloud le 25 juillet 2017. Donc Gentiloni, le Premier ministre centriste, n'avait pas apprécié, n'avait pas vu, n'était pas à son goût l'initiative de M. Macron d'alors. Mais le gouvernement populiste de l'heure actuelle avait été très, très énervé, le moins qu'on puisse dire, par la réunion du 29 dernier. Il y a eu des attaques verbales par certains ministres italiens contre M. Macron et contre la France.
ce qui a conduit l'Italie par la suite à convoquer sa conférence à elle à Palerme le 13 novembre dernier. Tout cela porte ombrage au processus politique libyen. Tout cela est très nocif, très négatif sur le processus politique libyen. Cette rivalité franco-italienne est très nuisible et elle nuit au processus politique libyen. Je tiens à souligner qu'avant cela, et même à l'heure actuelle, il y a une dimension régionale, puisqu'il y a une dichotomie régionale qui voit d'un côté les Émirats arabes unis et l'Égypte ensemble soutenir l'armée nationale libyenne et le Parlement de Tobrouk d'un côté, puis vous avez le Qatar et la Turquie qui, eux, soutiennent les islamistes et leurs alliés dans les villes de Tripoli et de Misrata, notamment à l'ouest libyen. Donc il y a cette dichotomie-là qui porte négativement aussi sur le processus politique et la solution libyenne. Donc j'ai lu ce matin dans un article de Financial Times, Claudia Gazzini, de International Crisis Group, dire que les Libyens retardent le processus. En effet, les retards accumulés sont imputés aux Libyens. Les Libyens traînent les pieds pour parvenir à une solution. J'en ai pour preuve des discussions laborieuses et longues qui ont eu lieu entre septembre et octobre 2017 à Tunis, sous la houlette du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Ghassan Salamé, entre la haute chambre du Conseil d'État, le Haut Conseil d'État à Tripoli, d'un côté, et le Parlement de Tobrouk de l'autre, pour